Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du combat contre la bipolarité et de mon combat, mon expérience face à ce nouveau diagnostic. Donc aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, on est en septembre 2023 et ça fait seulement 3 mois que j'ai été diagnostiquée et 2 mois sous traitement. Donc c'est très récent. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, enfin une grande partie va sûrement évoluer au niveau de mon expérience, au niveau des conseils que je pourrais vous fournir à ce sujet. D'ailleurs, je ferai toute une série de vidéos sur la bipolarité. Je pense que ce sera un thème assez central avec le TDAH sur cette chaîne. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Mais bien que le diagnostic soit récent, eh bien, j'ai toute une vie derrière moi en tant que bipolaire qui s'ignore. Donc, je pense que j'ai beaucoup à vous apporter en termes d'expérience. Donc, pour la plupart, je pense que si vous découvrez cette vidéo, c'est que soit vous êtes concerné, vous êtes bipolaire, ou vous avez un proche qui est bipolaire et vous vous intéressez justement à qu'est-ce que la bipolarité. Donc, justement, on va se poser cette question. Quelle est la différence en fait avec quelqu'un peut-être d'hypersensible, qui vit les choses très intensément, avec du coup le diagnostic de bipolaire. Donc pour être diagnostiqué avec un trouble bipolaire, il faut avoir déjà vécu un accès maniaque ou hypomaniaque dans sa vie. Donc tant que la personne n'a pas fait un accès maniaque, hypomaniaque, on ne pourra pas poser le diagnostic de bipolarité. Ce qui est d'ailleurs très compliqué, il y a très souvent 10 ans de délai entre les premiers épisodes et la découverte en fait et la pose du diagnostic, parce que justement ça va aller en évolution. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a eu plusieurs phases qui ont été quand même très contenues jusqu'au jour où la plus grosse est apparue et effectivement c'est là qu'on a pu poser un diagnostic. Donc pour moi c'est vraiment la maladie de l'inconstance, de l'instabilité. Donc on distingue vraiment deux phases, la phase up, on va dire, donc maniaque ou hypomaniaque, et la phase dépressive, donc down, je l'appelle aussi. Donc en phase up, il y a la logorée, donc on parle beaucoup, une très grande excitabilité, une très grande excitation, aussi une désinhibition, donc tout ce qui était pudeur, honte, qu'on pouvait avoir avant, là ça s'en va, on n'a plus honte, on n'a plus peur, on n'a plus donc si de base on est quelqu'un typiquement de pudique, en phase up justement, on peut complètement se lâcher et ça nous pose aucun problème. En fait, on voit pas où est le mal, on voit pas rien nous freine. Une autre chose très courante, on ne dort presque plus, donc le sommeil va venir diminuer au fur et à mesure qu'on monte en fait, jusqu'à arriver à 3 heures de sommeil, 4 heures de sommeil, parfois on dort plus du tout à la fin. C'est ce qui m'est arrivé l'été dernier, je dormais 3-4 heures de sommeil, voire moins. Et ça allait très bien. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'on dort très peu, mais on est en forme le matin. On a la pêche et on peut tenir ce rythme comme ça très longtemps. Ce qui, effectivement, on se dit, c'est pas normal. À un moment donné, on devrait être fatigué. Très souvent, avec la désinhibition, vient aussi l'hypersexualité. Donc, c'est vraiment un des problèmes aussi, c'est qu'on peut être en couple et tromper son mari ou son conjoint alors que d'habitude on est quelqu'un de fidèle à la base, chercher les nouvelles expériences, chercher l'excitation et voir en fait qu'il y a vraiment il y a un côté je vois pas où est le mal en fait. Je vis ma vie à 200%, un sentiment d'ultra bonheur, d'être heureux mais en mode ultra plus. Tout est génial, tout est positif. Très souvent aussi tout le monde est beau et gentil. On voit vraiment pas où est le mal. Comme ça aussi des idées mégalomanes de toute puissance. De se dire du jour au lendemain, ça y est, je vais devenir milliardaire. D'un côté, on se sent invincible et c'est ce qui fait aussi qu'on voit pas les dangers. On n'a plus peur des choses où en temps normal, on aurait peur. Ce qui est un vrai problème parce que justement, dans ces phases-là, on peut se faire escroquer, on peut se faire abuser. Typiquement, ça a été mon cas l'été dernier. Après 15 ans de mariage, j'ai voulu divorcer du jour au lendemain. Je suis partie à Dubaï, je suis tombée sur un escroc qui m'a pris tout mon argent, qui m'a volé de la pire de toutes les façons. J'ai failli entraîner mes enfants là-dedans. Enfin, toutes des choses que j'aurais jamais fait en temps normal. Donc, on a aussi beaucoup d'idées, des idées qui fusent dans tous les sens, des projets à gogo. C'est là qu'on lance plein de choses. On est hyper confiant en fait. On se dit que tout va fonctionner, qu'on est des génies, qu'on est magnifique, que tout est tellement amplifié. Mais bien souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plein de projets, une énergie débordante, mais que on part dans tous les sens en fait. Et maintenant en phase down, c'est tout l'opposé, on est complètement ralenti. La phase down c'est vraiment la dépression, donc la tristesse,
un état de mélancolie constante, sentiment d'être incompris, sentiment de solitude, un sentiment d'échec total parce que tout ce qu'on a lancé en phase up, bah, au final tout s'écroule parce qu'on n'a plus du tout d'énergie pour rien faire. On peut justement à ce moment-là aussi dormir beaucoup plus et avoir du coup une fatigue extrême. Faut savoir aussi que si cette phase de dépression fait suite à une phase justement hypomaniaque, ou maniaque, on est fatigué parce qu'on a fait aussi endurer beaucoup de choses à notre corps pendant la durée haute. Donc on a un mal-être constant, aussi on peut avoir des pensées suicidaires et il y a énormément de tentatives de suicide chez les personnes bipolaires. Le risque est est très élevé de suicide en fait. Et contrairement à la phase haute où on est hyper sociable, on sort tout le temps, on a envie de rencontrer plein de gens, on parle tout le temps. Là, on n'arrive plus à parler, on s'isole, on n'arrive plus à exprimer ce qu'on ressent alors qu'avant, ça allait très bien. Là, au contraire, juste il y a un mal-être qui s'installe. Maintenant, l'état stable ou euthymique est parfois très compliqué à déterminer et il faut vraiment garder en tête que on a goûté aux phases up, on a goûté à cet état extrême de bonheur, de joie intense. Et du coup, l'état stable peut vraiment nous paraître en fait directement un down parce qu'il y a un tel écart entre le up et la normalité qu'on se croit déjà en fait en phase dépression. Donc les effets sur notre vie, c'est construire en fait du stable dans l'instabilité et justement bah, c'est tout le combat d'une vie. Typiquement, moi je le savais pas, mais pendant des années, j'ai développé des choses. On va dire par année, je devais lancer 4 business différents. Je remodifiais tout. J'avais un business en ligne de coaching, donc j'ai été coach en nutrition, mais après j'étais coach de plein de choses. Je changeais tout le temps. Je refaisais mon site internet à chaque fois parce que quand j'étais en phase down, j'avais plus du tout la même énergie, j'avais plus du tout ni même la même envie. Donc je me disais, bah, faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose. C'est que c'est pas ça. Et en phase haute, bah, hop, c'était reparti et j'étais dans une toute autre énergie, je développais autre chose. Ce qui fait que sur la durée, ça fonctionne pas. On peut pas être en constant changement comme ça et en constante instabilité et créer du stable en fait. À la longue, c'est très compliqué parce que ça vient vraiment toucher l'estime de soi, la confiance en soi. On se dit, bah au final, je suis instable effectivement. Moi, je sais que j'ai pu me perdre parfois en pensant que j'étais multipotentielle, en ayant aussi le TDAH. Je me disais, bah, c'est le TDAH qui me fait aller dans toutes les directions. Sauf que je voyais bien, justement, vers la fin, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis une personne quasiment différente dans ces deux phases. Et je le voyais bien que sur l'année, sans pouvoir mettre des mots dessus, sur une année, bah, je shiftais en fait. Il y avait des moments où j'étais cette personne et d'autres moments où j'étais l'autre personne. Et il faut savoir que moi, clairement, je m'étais identifiée à la phase up, en fait. Je me disais, ça, c'est la vraie moi. C'est quand je déborde d'énergie, quand j'ai pas besoin de dormir, quand je suis hyper créative, que je fais plein de choses et je pousse, en fait, à l'extrême mes limites. Ça, c'est la vraie moi, en fait. C'est mon état normal, alors que pas du tout. Mais à choisir, en fait, quand pour vous, vous avez que les deux phases, vous voyez pas, en fait, le côté stable, à choisir entre être une loque complètement dépressive et pas pouvoir se lever et être complètement flamboyante et se sentir tellement bien, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment un effet qui est comparable à une prise de cocaïne. On est tellement bien que c'est très facile de se dire que c'est ça en fait, vu qu'on se sent bien, vu qu'il y a du bonheur, même s'il y a quand même plein de choses qui jouent pas et qui dérapent, et très souvent on peut faire du mal autour de soi, il y a beaucoup de choses qui partent en cacahuète justement. On peut dépenser beaucoup d'argent, on peut faire des choses très irrationnelles, mais on se sent, en fait, c'est à l'intérieur de nous, on se sent ultra heureux. Donc on se dit, c'est ça la vérité, en fait, c'est je dois être comme ça parce que je me sens bien. Donc pour retrouver de la stabilité, bah, bien sûr, les médicaments, c'est une phase très importante, le traitement, mais aussi avoir du support autour de soi, avoir les proches qui soient informés, la famille, certains amis, qu'on puisse en fait vous aider à détecter les phases où ça monte ou les phases où ça descend. Donc c'est aussi accepter d'être aidé. Et parfois, ça va aussi à donner son consentement si on dérape, à être hospitalisé ou ce genre de choses, parce qu'en phase très up, on se voit pas en fait, on se sent super bien. Donc on voit pas pourquoi on devrait aller chez le médecin, tout va bien, on est en pleine forme, on pète le feu, donc pourquoi là on peut complètement refuser et se couper de certains proches, parce qu'il y a aussi une irritabilité, parfois la colère peut être très accentuée, et puis on peut tout plaquer, décider de partir justement, et de dire c'est vous qui m'empêchez, c'est vous qui me freinez, c'est vous qui voulez
qui m'empêchait de faire ce que je veux en fait, parce que les proches sont concernés, enfin oui, ils se font du souci pour nous, donc ils essayent de calmer le jeu en fait et de nous aider. Mais dans cette phase, on peut vraiment refuser et dire laissez-moi tranquille et puis avoir une tendance à fuir. Et ensuite, une chose très importante, c'est la psychoéducation, donc en apprendre le plus possible sur cette maladie et vraiment venir soi-même s'auto-surveiller. Donc, contrôler les fluctuations, c'est la maladie des fluctuations. Donc, typiquement, sur le sommeil, c'est un des points les plus importants qui peut faire shifter, justement, s'auto-surveiller quand on commence gentiment à de moins en moins dormir, surtout en se sentant en pleine forme derrière, et bien justement ça peut être un signe qu'on est en train de monter. Bien sûr, il faut le prendre sur la durée, il faut aussi se dire par rapport à une base stable, si en général j'ai besoin de 8 heures de sommeil pour me sentir bien, est-ce que je suis un grand dormeur, petit dormeur en règle générale, ça veut dire on fait une moyenne sur la vie en général. Et bien si ça fluctue justement, s'il y a un décalage, de tirer la sonnette d'alarme, d'en parler autour de soi. Pareil, si ça descend, si on commence à avoir des pensées suicidaires, si ça commence à ruminer. Et encore une fois, le mettre vraiment sur la durée. C'est pas si ça vous arrive un jour une mauvaise pensée une pensée négative ou un sentiment de tristesse que, oups, ça y est. Donc, c'est, je dirais, un des points les plus pénibles avec cette maladie, c'est que on vit avec une épée Damoclès au-dessus de la tête et qu'on peut commencer à avoir peur, justement parce qu'on doit s'auto-surveiller, ça fait partie, et avoir peur, en fait, de toute émotion ou changement d'humeur en fait dans la journée et de se dire tout de suite ça y est, est-ce que c'est reparti en fait, et on peut être triste et tout d'un coup se dire ça y est, on est en phase down, ça commence, ou pareil, on est un peu trop excité, un peu trop joyeux, ça veut dire on peut être heureux dans notre vie mais pas trop, donc à quel niveau ça se situe le pas trop heureux. Et aujourd'hui, au point où j'en suis, donc je vous ai dit c'est très récent pour moi le diagnostic, de ce que j'ai mis en place comme solution pour identifier vraiment si c'est un début de phase ou non, c'est vraiment est-ce que le changement d'humeur est lié à des circonstances extérieures à moi, ou est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que je me suis réveillée le matin triste, pas bien, et que ça perdure 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine? Ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? J'ai appris une nouvelle, j'ai regardé un film, j'ai été émue, peu importe. La tristesse peut venir de plein de choses. Pareil pour la joie, est-ce que j'ai appris une bonne nouvelle? Est-ce que j'ai passé une super journée? Est-ce que autour de moi tout s'était bien passé? Donc voilà, pour moi c'est la distinction que je fais. Est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce que c'est vraiment un sentiment interne qui fait que sans raison apparente, je me sente différente? C'est assez subtil, voilà, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'entraîner et vraiment pouvoir s'auto-observer. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas facile d'accepter cette maladie, qui est une maladie mentale, donc qui est là, qui partira pas. D'ailleurs, si vous êtes concerné ou vous avez un proche, je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur accepter son diagnostic. Et encore une fois, si le sujet vous intéresse, restez par ici parce que je vais faire tout plein de vidéos là-dessus. Il y a énormément de thématiques à aborder. Donc à tous ceux aussi concernés, proches ou directement concernés, je vous envoie tout mon courage, toutes mes ondes positives. Ne lâchez rien, je sais que c'est dur, mais je suis persuadée au plus profond de moi-même qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut quand même avoir une vie heureuse, en tout cas le mieux possible. En tout cas, c'est l'espoir que je veux garder. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez à ceux qui en ont besoin, abonnez-vous. Et d'ici la prochaine, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!